Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur le mental dans les arts martiaux. Donc nous sommes au chapitre 1 du premier livre, Le mental au poker. Et ce sont les fondements de l'apprentissage, les fondements de l'évolution dans l'apprentissage. Donc, le premier fondement très important, c'est le modèle d'apprentissage adulte, donc ALM, le Adult Learning Model. Il y a 4 niveaux: l'incompétence inconsciente, l'incompétence consciente, la compétence consciente et la compétence inconsciente. Vraiment, c'est du pire au meilleur. Donc, le niveau 1, c'est le pire. Le niveau 4, le meilleur. Le niveau 1, l'incompétence inconsciente, vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Donc, pour certains, l'ignorance est un bonheur parce que, on ne sait pas. Donc, vous ne le savez pas, mais vos coups de poing sont faibles et poches. Mais vous avez l'impression que si vous vous battez dans un bar ou si à votre prochain combat, là, un coup de poing, vous allez knocker l'autre. Mais en fait, vous ne pourrez pas faire ça parce que vos coups de poing sont vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Ce serait un coup de chance, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Là, vous ne savez pas la réalité sur vos coups de poing et peut-être que vous pensez qu'elle est meilleure qu'elle l'est. Compétence consciente, donc maintenant, bravo, vous êtes conscient que vous ne le savez pas, mais vous n'êtes pas pour autant compétent. Donc, vous savez maintenant que vos coups de poing sont poches, mais elles ne sont pas meilleures. Troisième niveau, compétence consciente. Félicitations, vous avez acquis une compétence, bravo. Mais vous devez réfléchir pour utiliser cette compétence. Sans cette réflexion, vous n'êtes pas compétent. Donc, vos coups de poing sont rendus bons, sauf qu'il faut bien y penser, il faut que vous soyez dans le beat, ça n'arrive pas toujours, ça demande une certaine concentration. Si vous êtes un peu fatigué, vos coups de poing sont devenus poches. Ça marche, mais il y a comme un critère et c'est une réflexion ou pas de fatigue, c'est pas toujours. Et finalement, le quatrième niveau, c'est la compétence inconsciente. Donc, vous avez acquis une compétence si bien qu'elle est totalement automatique et ne requiert aucune pensée. C'est le graal de l'apprentissage, c'est le point le plus important de ce livre. C'est l'objectif, on veut tout rendre nos compétences là, à compétence inconsciente. Souvent, hein, dans les arts martiaux, des gens qui font comme j'ai arrêté 2 mois, j'ai arrêté 2 semaines, j'ai arrêté 1 semaine, puis mon Dieu, que je suis plus poche. Et c'est souvent parce que vous aviez des compétences conscientes qui étaient peut-être en train là, de devenir inconscientes et finalement, ils ne sont pas devenus. Puis souvent, quand on arrête puis qu'on recommence, nos inconscientes sont encore là, mais pas nos conscientes. Ils sont peut-être un peu moins. Il y a des niveaux là, dans chacun de ces niveaux-là, mais vous comprenez le point. Ou sinon, dans un combat qui dure, et là, à la fin, les deux combattants sont bien fatigués puis ils continuent de se battre, on voit toujours, presque toujours, leurs compétences inconscientes ressurgir. On dirait qu'ils font toujours la même chose, ils font toujours dans quoi ils sont meilleurs. Puis des petites fantaisies qui leur demandaient une certaine réflexion, ils font plus ça quand ils sont bien fatigués. T'sais. Donc, ça pourrait être la même chose en entraînement. Quand vous êtes brûlé, vous allez refaire vos compétences inconscientes. Plus on en a, plus on a un jeu varié quand on est finalement à bout de souffle, à bout d'énergie. Donc, c'était le Adult Learning Model, modèle d'apprentissage adulte. Donc, vous voyez le point, on veut toutes les monter vers au moins compétences conscientes, mais compétences inconscientes pour que ça soit bien solide et que ça ne parte jamais finalement. Qu'il n'y ait pas de variabilité sur des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. On veut que ça soit bien solide, le plus de compétences possible. La chenille, ce n'est pas un animal, c'est pas l'insecte, c'est cette merveilleuse courbe. Donc, C-game, B-game et A-game, on va en parler souvent. L'idée, c'est que normalement, vous êtes dans votre B-game, c'est comme d'habitude, vous avez une performance normale. Quand on dirait que vous êtes en feu, vous avez l'impression de dire aujourd'hui, j'étais une machine. On pourra considérer que vous étiez dans votre A-game. Puis quand vous êtes pourri, vous faites My God, que j'avais aujourd'hui, c'est vraiment pas comme d'habitude. On pourra considérer que vous êtes dans votre C-game. Mais là, faire attention, tout se place là-dedans. On peut mettre juste une compétence, on peut mettre notre performance totale, on peut mettre notre mental, on peut mettre ce qu'on veut. On va commencer par un exemple technique. Donc, dans un combat,
contre une personne qui est du même niveau que vous, la plupart du temps, vous faites des combats très serrés. Si vous êtes à -3, ben la personne vous domine tellement qu'elle réussit à rentrer les choses qu'elle n'a jamais essayé auparavant, des nouvelles affaires, spinning kick sauté, invert gogo plata, à vous rendre tout ça, elle est morte de rire. Mais normalement, c'est égal. Donc, c'est sûr que là, ça ne marche pas. Vous êtes pourri. -2, mais la personne vous domine complètement, mais avec ses forces quand même, avec ses bons moves. Mais tu sais, normalement, c'est pas ça une domination totale, c'est pas la norme. -1, ben, la personne, elle vous bat, mais tu sais, c'est pas une domination. 0, ben, c'est comme d'habitude, c'est pas mal égal comme combat. 1, vous battez la personne, mais vous la dominez pas. 2, ben, vous dominez complètement la personne avec vos forces. Et finalement, 3 ou +3, vous dominez la personne tellement que vous réussissez à rentrer des choses que vous n'avez jamais essayé ou réussi avant. Donc, évidemment, après le cours, vous dites « j'étais en feu aujourd'hui, normalement, c'est pas mal égal, puis là, je l'ai planté avec plein d'affaires incroyables. » Exemple mental, parce qu'évidemment, on est dans des vidéos de mental dans les arts martiaux. Lors d'un combat important ou d'un tournoi, où la pression et le stress pourraient être au rendez-vous, -3, ben vous avez des nausées de stress, vous êtes paralysé par le stress, vous êtes vraiment très mauvais dû à la pression du stress. Ça arrive souvent dans les premiers tournois, mais il y en a que ça colle, hein? C'est dur de se débarrasser de ça. -2, ben vous êtes très stressé, ça paraît beaucoup sur votre performance, elle est moins bonne. -1, le stress vous intimide un peu. Vous n'avez pas exactement le niveau habituel lorsque vous vous battez au club, finalement. Vous n'êtes pas normal, vraiment. 0, c'est comme d'habitude, lorsque vous faites des combats au club d'arts martiaux. Des fois, hein, être à 0 dans un tournoi, c'est excellent parce que beaucoup de gens ne sont pas à 0, sont stressés là, de leur combat, de leur tournoi. Donc, au début, juste être à 0, là, ça peut être un bon objectif dans les tournois. 1, vous êtes un peu in the zone. Le stress est bien géré, ça vous donne un boost de performance. Justement, des fois au club, un sparring que personne ne regarde, on s'en fout un peu, tu sais. Mais là, vous êtes en tournoi, vous voulez gagner, puis ça se peut que vous réussissiez à bien le transmuter et que vous soyez meilleur. 2, ben, c'est encore mieux, vous êtes in the zone complètement. Vraiment, on se demande ce que vous avez mangé, vous êtes vraiment en feu. Puis 3, in the zone totale, votre aura intimide vos adversaires, vous n'êtes pas du tout inquiet car vous êtes le meilleur et vous le savez. Vous le vivez, en effet, tout le monde le constate au tournoi. Vous transpirez la confiance, le focus, le A-game. On ne pourrait trouver mieux. Bravo. Là, c'est des exemples que j'ai créés, mais vous voyez un peu le point. Et évidemment, on veut toujours être à +3 dans des tournois. C'est difficile, ça doit être travaillé. Et c'est à ça que ces vidéos servent. On va y arriver. Vous allez pouvoir être dans votre A-game beaucoup plus souvent grâce aux apprentissages du livre Le mental au poker. Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous améliorez vos faiblesses, regardez bien la courbe, elle s'est rétrécie, donc vos faiblesses se règlent et vous avez plus souvent, finalement, votre B-game, mais votre A-game, lui, ne s'est pas amélioré parce que vous n'avez pas amélioré vos forces. Donc, ben, vous êtes plus souvent moyen que poche, mais vous n'êtes pas plus souvent bon. Si vous améliorez juste vos forces, ben là, la courbe s'aplatit. Vos faiblesses sont encore telles qu'elles étaient, puis vos forces sont rendues bien, bien bonnes. Je vous donne un exemple parce qu'en MMA, c'est très parlant ça. Si vous voulez faire du MMA, des arts martiaux mixtes, pendant, mettons, 3 ans, vous entraînez, mais vous êtes très, très pro-boxe, puis vous entraînez juste votre boxe, ou presque juste votre boxe, puis votre boxe devient quasiment niveau professionnel boxe. Vous êtes un incroyable boxeur, mais on peut vous soumettre comme ça, vous amener au sol comme ça, tout le reste est poche. Donc là, on donne beaucoup de variance dans la performance, puis évidemment, si vous faites des combats pro, les adversaires vont le savoir, vont évidemment éviter de boxer contre vous et vous avez de grands risques de perdre. Sauf que si vous touchez l'autre, il est mort. Mais en MMA, il y a tellement de variabilité que ce n'est pas vraiment le bon plan. Le meilleur plan, c'est évidemment d'améliorer ses faiblesses pour justement éviter qu'on puisse vous faire des petits coups faciles, qu'on puisse finir le combat facilement en disant vos faiblesses. Ce qui est intéressant avec le MMA, c'est que vous pouvez apprendre le jiu-jitsu, la lutte ou la boxe pour qu'elle soit un peu une anti-boxe, une anti-jiu-jitsu. Supposons à notre ami boxeur qui est incroyable, il veut garder sa boxe comme sa force, mais il veut juste pas se faire soumettre de même, se faire mettre au sol comme ça. Fait qu'il peut apprendre une lutte et un jiu-jitsu juste pour pas
qu'on lui fasse des choses. Puis ça lui fait gagner du temps. Et ça l'évite, ça améliore au moins ses faiblesses, sans non plus que son jiu-jitsu ou sa lutte devienne incroyable et qu'il mette tout le monde à terre. Malgré que, bon, si vous voulez être champion de MMA, je vous conseille d'essayer d'être excellent dans tout, mais des fois, c'est juste impossible. En tout cas, au début, ce n'est pas le plan, c'est que nos faiblesses, on les enlève pour au moins que ça soit correct. Donc, c'est sûr que le plan est d'améliorer les deux, mais très important d'améliorer ses faiblesses en premier. En plus, c'est temporellement une super bonne idée parce que quand vous améliorez vos faiblesses, ils deviennent bonnes plus vite que si vous améliorez vos forces. C'est plus long d'améliorer ses forces. Donc, faiblesse en premier. Mais évidemment, vous vouliez améliorer les deux, puis quand vous améliorez les deux, bien, la forme de la courbe reste pareille, mais là, votre ancien C-game n'existe plus. Votre ancien B-game, c'est votre nouveau C-game. Vous êtes maintenant très souvent dans votre ancien A-game qui est rendu le B-game et finalement, vous avez un nouveau A-game qui existe. Bravo! Le dernier fondement, le process model. Donc ça, c'est un modèle vraiment pour chaque apprentissage. Donc, c'est comme une roue. Vous vous préparez, donc vous vous échauffez, vous performez une performance, il y a des résultats, une évaluation de vos résultats, une analyse et on recommence. Donc, l'échauffement, c'est ce que vous faites avant un combat ou un entraînement, que ce soit planifié, aléatoire ou rien du tout, c'est de cette façon que vous vous préparez. Vous pouvez rien faire, vous pouvez vous échauffer. Souvent, c'est très important de s'échauffer, ça nous met dans le mood, ça nous met dans in the zone. Et nécessairement, vous faites quelque chose, vous mettez des gants, vous êtes au gym, c'est pas toujours aléatoire. Il y a beaucoup de sportifs qui, on croit, on parle beaucoup de superstition. Des fois, les joueurs de hockey touchent, les gardiens de hockey touchent leur poteau avant le match, puis s'ils ne touchent pas leur poteau, ils perdent. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de la magie entre les poteaux, sauf que ça les met dans leur échauffement, ça les prépare mentalement et c'est excellent. Évidemment, vous pouvez le changer, votre échauffement, mais essayez d'avoir une routine, ça va vraiment vous aider à être in the zone. On va en reparler, mais je vous le conseille fortement. Évidemment, je vous conseille aussi de vous échauffer avec des choses utiles. Toucher les poteaux, ce n'est pas nécessairement utile, tandis que échauffer notre corps, ce l'est plus. Faire une préparation mentale de méditation, ce l'est plus que toucher des poteaux. Mais ça dépend, peut-être que le touchage de poteau est tellement bon pour cette personne-là qu'elle agit comme méditation. Donc, tout peut être bon. Ensuite, il y a la performance. Donc, vous faites votre combat, votre entraînement. Hein. Ça peut être juste pour un entraînement, ça peut être juste pour un combat, ça peut être juste pour une application de technique du début à la fin. Les résultats, donc le résultat de ce combat, de cet entraînement-là. L'évaluation, donc le compte-rendu, qu'est-ce qui s'est passé comment trouvez-vous que ça a été dans ce combat-là, cet entraînement-là. Et finalement, l'analyse. Donc, vous travaillez activement à améliorer vos combats et votre entraînement selon votre évaluation des résultats quand vous n'êtes pas en combat ou en entraînement. Ça va être fait beaucoup hein, dans peut-être des e-games, des jeux vidéo ou le golf ou des choses qui sont faciles un peu à mesurer. Puis justement, les arts martiaux, c'est très difficile à mesurer, sauf si, par exemple, votre coach regardait ou si vous vous filmiez, ce qui peut être une excellente idée. Et justement, si vous faites ça, analysez votre performance, vos combats et vos entraînements aussi, là, vous allez avoir un edge sur vos adversaires énorme, un edge, un avantage parce que c'est pas la norme là, dans les arts martiaux d'être maniaque à ce point-là. Tandis que dans d'autres sports, oui, beaucoup, tu sais. Mais c'est beaucoup plus facile d'analyser une course de 100 mètres sprint. Il y a quoi, 46 pas, puis on peut mettre des caméras pour voir tous les mouvements, on peut mettre ça au ralenti, c'est pas long. On peut analyser là, comme des fous des combats et des entraînements, c'est beaucoup plus long, mais si vous le faites grossièrement, souvent les gens ne le font pas. Donc, en dehors des combats, des entraînements, bien, vous pouvez, par exemple, vous informer sur le mental dans les arts martiaux. Vous pouvez regarder des vidéos techniques sur les techniques du combat ou des entraînements. Vous pouvez discuter avec des coachs ou avec d'autres étudiants, trouver des forums d'arts martiaux, puis justement, parce que vous ne pouvez pas vous entraîner infini à chaque semaine. Hein. Il y a un maximum d'heures conseillées pour ne pas être en surentraînement, mais vous pouvez dépenser beaucoup d'heures à justement analyser votre performance de combat ou d'entraînement.
Évidemment, ça pourrait être analyser celle des autres personnes si c'est par exemple votre prochain fighter, votre prochain adversaire de combat. Donc, ça s'arrête ici aujourd'hui et merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Il y en aura d'autres, à peu près un par semaine. Puis, je vous souhaite bonne journée. N'hésitez pas à commenter, m'envoyer des courriels, liker, poser des questions. Et à la prochaine. Bonne journée.